Sur la présentation d'Aniwatt, très, très brièvement en 2 slides. Voilà, moi je m'appelle Géry Odgon, donc j'ai créé Aniwatt Expertise en juin 2017. Moi je fais de la thermique depuis mes études, depuis tout petit. Et puis donc j'ai une petite spécialité en froid industriel. Donc mes activités, c'est bien l'audit énergétique. Pardon, hop, je reviens en arrière, j'ai été trop vite. Voilà. Les audits énergétiques, donc l'audit réglementaire que vous connaissez peut-être, auquel vous êtes peut-être soumis, sur lequel finalement on fait quoi dans ces audits? On fait un état des lieux finalement de vos consommations, de votre tableau de bord, et puis on essaie de trouver des indicateurs de performance, et puis surtout on cherche des actions de performance énergétique, et on essaie de chiffrer ces actions en termes de mégawattheures de consommation ou en termes de pépettes, de coûts en euros. Donc tout ça pour donner une feuille de route à l'industriel pour voir ce qu'il peut faire et si c'est rentable pour lui. À côté de ça, je fais du conseil en SMN. Donc là, c'est du conseil, c'est pour ceux qui ont choisi d'aller jusqu'à la certification ISO 50001. Ou pas d'ailleurs, on peut très bien mettre en place un SME sans aller à l'assertif. Donc là, je les aide finalement à travailler. Il y a beaucoup de similitudes avec les audits énergétiques, à travailler leur tableau de bord, la revue énergétique qui n'est autre qu'un audit. On le reverra plus tard, hein, ces termes. Et puis, donc, à les aider dans leur veille réglementaire, la formation. Donc là, on est plus dans la structure. Donc là, j'accompagne sur des journées entières et ça sur du temps long, sur du 6 mois, 1 an, des entreprises pour aller à la fin à la certification 50 000. Aniwatt Expertise, bon, je vous l'ai dit, moi j'ai une petite spécialité en froid industriel, bon, ça c'est annexe, donc je fais de la formation en froid industriel, je fais des schémas directeurs froid, donc là c'est plus pour l'industrie agroalimentaire, ou des SODEMO, etc. Je fais aussi des études thermiques, des études de faisabilité, des mesures et des essais. Donc pour tout ça, je suis certifié ou agréé par l'OPQIBI. Quelques références, Armor, qui vous connaissez peut-être, qui est au sud de Nantes, qui est ISO 50001, qui était l'un des précurseurs, donc chez qui j'ai travaillé en fait avant de me mettre à mon compte chez Aniwatt. J'ai mis en place l'ISO 50001 chez Renault aussi, à l'usine Cléon, un truc énorme. Après, ça peut être aussi des petites entreprises connétables, la Sardine, des abattoirs ici, des ciments, Sodebo, vous les connaissez, Savéole la fraise. Mon gros client l'année dernière, c'était le sel de la baleine, où il y avait, ils sont ISO 50001 aussi. En fait, ce qui est sympa dans mon métier, voilà, c'est que je m'adapte à chaque fois aux organisations. Et puis, avec l'organisation existante, on essaye finalement de répondre aux exigences de la norme qu'on va voir un peu plus loin. Voilà pour la présentation d'Aniwatt. Je vous avais dit que je ferais vite, c'est fait. Ce que j'ai pas précisé, c'est que je travaille seul. Voilà, c'est un choix. Voilà, depuis 2017, je travaille seul et j'ai un background en fait avant cela où j'ai travaillé pour d'autres cabinets du même type, mais un peu plus gros. Et puis j'ai travaillé aussi beaucoup dans l'industrie en tant que responsable technique et responsable production dans l'industrie mécanique. On va parler maintenant un peu plus de l'ISO 50001 et de comment y arriver et pourquoi est-ce que ça peut être intéressant d'aller vers ce système. Bon, je ne vais pas vous faire de mystère. C'est clair qu'avec l'actualité actuelle, la consommation d'énergie, elle est au cœur de pensée des industriels, enfin déjà de nous en tant qu'individuels citoyens, et puis en plus, surtout au cœur des entreprises vis-à-vis des factures qui ne cessent d'augmenter. Et la consommation d'énergie, finalement, il y a aussi des contraintes. Des contraintes des actions aussi qui sont engendrées par l'Europe pour inciter finalement les entreprises à diminuer leur consommation d'énergie. Donc finalement, la consommation d'énergie, vous le voyez au fur et à mesure de votre facture. C'est nécessaire peut-être de la baisser pour pas que ça vous coûte très cher, mais aussi c'est répondre aussi à des éléments réglementaires et à des engagements finalement que se sont donnés les États pour au final dépenser le moins d'énergie fossile.
un petit diagramme là que j'ai remis à jour là ce matin. Voilà, sur les coûts, vous l'avez vu sur vos factures. Voilà, 2019-2020, c'était encore des bonnes années, encore avant le Covid même. Où on était encore à du 70-100 euros du mégawattheure pour l'électricité, où on pouvait encore être un peu, enfin, aux alentours de 40, 50, 60 euros pour le gaz. Et puis, bah, depuis le conflit en Ukraine, et puis voilà, vous avez vu vos factures multipliées par. Alors, chez certains clients, j'ai vu des factures là ces derniers temps à 500 euros du mégawattheure. La plupart, bon, ils sont maintenant aux alentours de 200, 250, 280 euros du mégawattheure. Donc, c'est clair que autant les plans d'action d'économie d'énergie qu'on avait auparavant, et ben, le temps de retour sur investissement finalement de ces actions, et ben, il a été autant si le coût a été multiplié par 3, et ben, le temps de retour sur investissement est lui de son côté divisé par 3 pour le coup. Donc les plans d'action finalement qu'on préconisait il y a quelque temps et qui ne rentraient pas forcément dans les temps de retour sur investissement des entreprises de 3 ans en grande majorité, et ben vous voyez qu'une action qui avait peut-être 5 ans pour revenir pour faire un retour sur investissement, aujourd'hui, c'est complètement valide. Alors, l'énergie au cœur des préoccupations locales, voilà. Dans le sens de l'ISO 50001, c'est en effet faire des économies d'énergie, ça, il y a pas de souci. Mais comment les faire? Donc, premier point, c'est chasser et éliminer les pertes, les fuites et les gaspillages. C'est-à-dire, c'est utiliser de manière rationnelle et optimiser votre énergie. Éviter la détérioration et la dérive des rendements. Donc ça, c'est quelque part, c'est maintenez vos équipements industriels en bon état de marche. Donc, ayez une maintenance, finalement, au top pour pouvoir finalement agir au plus vite sur vos outils et puis les remplacer le moins possible. Et puis, le fait qu'ils consommeront le moins possible. Donc finalement, c'est responsabiliser et utiliser l'énergie au bon moment et en fonction des besoins réels. Donc là aussi, c'est finalement ne pas. Il y a des techniques sur la variation de vitesse pour répondre à cette question. C'est-à-dire que voilà, on adapte finalement sa consommation aux besoins réels. Alors on dit, vous trouverez peut-être dans la. Alors c'est un peu facile dans la littérature actuelle, un SME, donc un système de management de l'énergie permet aux entreprises d'économiser entre 5 et 20 d'énergie. Ça, c'est des paroles, ça dépend de où vous partez finalement. Le 20 d'énergie, forcément, si vous avez mis aucune action en place depuis le début, il y a forcément des mauvaises habitudes qui se sont mises en place, des mauvais réglages, des mauvais paramètres dans dans vos process qui font que voilà, les 20 d'économie d'énergie, vous pourrez aller les chercher. Évidemment, si déjà depuis 5 ans, vous avez déjà mis en place des grosses actions, les 20%, ils seront encore certainement un peu plus difficiles à aller chercher. Mais voilà, après, c'est quelque chose de. La norme ISO 50001, c'est quelque chose à long terme. C'est une méthode, si vous voulez, une méthodologie pour pouvoir finalement se reposer tout le temps les bonnes questions. On est bien dans une norme ISO, dans une norme d'amélioration continue, donc qui finalement chaque année permet de se reposer des bonnes questions, de refaire un état des lieux et de dire voilà, j'étais à ça par rapport à mes objectifs, où est-ce que j'ai merdé, où est-ce que j'ai bien fait et comment est-ce que je peux m'améliorer. Donc, pour résumer, moi, s'il y a un graphique à retenir pour l'ISO 50001, à la limite, c'est celui-ci. Parce que enfin tout le monde, ceux qui connaissent, enfin qui connaissent pas forcément l'ISO 50001, tout le monde a en tête finalement l'efficacité énergétique. C'est mon plan d'action. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, éteindre les lumières, améliorer, mettre de la variation de vitesse, mettre des échangeurs de récupération de chaleur, etc. Ça, c'est l'efficacité énergétique. C'est les actions que vous allez mettre en place.
L'ISO 50001, c'est pas que ça. C'est aussi la maîtrise énergétique. La maîtrise énergétique, j'en avais parlé un peu auparavant, c'est la maintenance finalement. C'est la maintenance et c'est la maîtrise aussi de vos process. C'est la maîtrise de vos machines et la maîtrise de vos process. Donc, est-ce que vous faites votre maintenance régulièrement? Est-ce que vous connaissez tous les leviers de vos process? Les températures, est-ce que vous respectez les températures de vos recettes? Est-ce que vous respectez le cahier des charges pour la fabrication de vos produits? Donc ça, c'est la maîtrise énergétique. C'est quelque chose qui permet, voilà, qu'on pense auquel on ne pense pas forcément, mais c'est quelque chose qui est dans le temps long et dans une, qui permet de finalement de consolider, de pérenniser, vos consommations, en vos consommations énergétiques, pardon. Donc et là-dedans, vous voyez, sur ces 2 axes, on peut travailler sur ces 2 axes et le point, finalement, le point central et le point initial, de l'ISO 50001, c'est quoi? C'est un audit énergétique. Donc c'est pas un hasard si dans mes services, je propose l'audit énergétique, je propose aussi le conseil en certification ISO 50001 puisque le noyau dur, hein, finalement, ça reste l'audit énergétique. Donc l'audit énergétique, c'est vraiment faire l'état des lieux, avoir son tableau de bord, et alors ça, vous pouvez finalement l'améliorer autant que vous voulez. Et puis surtout, et puis le faire au pas que vous voulez, c'est-à-dire au pas mensuel, au pas à la journée, pourquoi pas à la minute dans certaines industries où ça peut devenir super important. Mais en tout cas, vous n'y échapperez pas. Il faudra faire de toute façon un audit énergétique pour savoir où vous en êtes et savoir voilà, ce qui vous sépare et ce qui est possible de faire. Derrière tout ça, pour l'efficacité énergétique, eh ben, cette audit énergétique va pouvoir, vous allez pouvoir jouer sur 2 choses. Les actions d'économie d'énergie, donc là qui vont vous permettre finalement bon, la récupération de chaleur, j'en ai parlé, l'isolation de vos bâtiments, et cetera. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place, faire appel à des entreprises pour vous aider et puis faire des économies d'énergie avec cela. La sensibilisation, alors puisqu'on est dans le cadre d'une norme, hein, donc il y a des exigences particulières, donc la sensibilisation aussi de votre personnel pour reporter finalement voilà les fuites qu'il peut y avoir chez vous, ou bien donner toutes les informations pour finalement essayer de diminuer vos consommations. Mais tout ça, ça sera vraiment possible et ça deviendra efficace si vous mettez quelque part en place de la mesure. De la mesure pourquoi? Parce que, si vous voulez savoir si vous êtes amélioré ou pas, ou si vous voulez savoir si vous, il y a le gain est suffisant sur une action ou pas, si l'action qui a été engagée a été, efficace ou pas, vous serez obligé de mettre en place de la mesure. Donc ça, c'est une des notions, une des exigences finalement de la norme aussi, c'est avoir à minima un peu de mesure en place pour pouvoir quoi? Pour pouvoir faire vivre les indicateurs que vous allez mettre dans votre tableau de bord. Des indicateurs puisque, il va falloir aussi se regarder par rapport à, regarder votre consommation par rapport à d'autres facteurs influents. La température extérieure, si vous faites que du chauffage, forcément, votre consommation, elle sera plus grande, s'il fait très froid dehors et si vous voulez vous comparer d'une année à une autre, hein, eh ben, il faudra bien mettre en évidence, l'influence finalement de la température extérieure sur votre indicateur. Donc, pour pouvoir se comparer à température extérieure égale ou bien pour une industrie qui produit des produits finis, le tonnage de produits finis ou le nombre de produits finis. Voilà, on veut se comparer finalement à production égale. Donc là, on a besoin de ces indicateurs. Et pour faire tout ça, on a aussi, pour vos process, comme je vous disais tout à l'heure, la maintenance, la maîtrise des process. Donc ça, c'est la maîtrise énergétique. Donc c'est aussi avoir des procédures de surveillance de votre maintenance ou un calendrier de maintenance, un planning bien établi. Et ben tous ces différents points-là, tout ça, une fois que vous maîtrisez tous ces points, et ben, on peut dire que vous avez un système de management de l'énergie. OK? Un système de management de l'énergie, c'est vraiment l'ensemble de ces facteurs, que vous allez, finalement, et vous allez montrer finalement, lors de la certification, que vous êtes actif sur chacun de ces points
pour pouvoir être certifié ISO 50001. Alors vous allez me dire, d'ailleurs ça doit être mon slide d'après, c'est: «Est-ce que j'ai besoin d'aller jusqu'à l'ISO 50001 pour faire des économies?» Non, vous n'avez pas besoin forcément d'aller jusqu'à l'ISO 50001. Regardez tous ces points, mettre en place un système de management de l'énergie suffit finalement, normalement, à faire des économies. Sauf que Sauf qu'évidemment, on est tous pareils, on est des humains. Et ben, les premières années, vous allez mettre en place les plus grosses actions d'économie d'énergie. Vous allez faire tout de suite les 5 ou 7 ou 20 d'économie d'énergie facilement engrangeables. C'est pas toujours le cas, hein, mais bon, voilà, il y a certains, la plupart du temps, on peut y arriver. Et puis à un moment donné, voilà, on va se reposer sur ses lauriers et puis on va pas faire, on va pas s'améliorer continuellement et on va s'arrêter là et finalement le SME va tomber à plat et puis, bah, les dérives vont revenir et cetera. D'où l'intérêt d'aller à la certification. La certification finalement, c'est vous obliger chaque année à surveiller tous ces éléments, et à garder cette mécanique d'amélioration continue. On va voir ensuite que ça a un coût tout cela. Je passe tout de suite à cette gestion continue de l'énergie. Donc, c'est ce que je vous expliquais avec les premiers quick wins. Voilà, les premières actions qu'on a mis en place, et ben forcément, après, on va se laisser aller. Comment générer de nouveaux retours d'économie? Ben, si justement c'est une remise en question chaque année du plan d'action et de la surveillance de ce plan d'action qui permettra d'aller plus loin. Comment éviter les dérives des mesures de comptage et prévenir les dysfonctionnements? Donc là, encore une fois, c'est que chaque année, on va essayer de surveiller et alors non pas d'étalonner, mais de contrôler au moins nos, nos appareils pour compter l'énergie que l'on consomme. Comment prouver la performance énergétique de votre site? Donc là aussi, vous avez peut-être des comptes à rendre ou à votre maison mère, et cetera, et il vous faut des indicateurs fiables. Donc là, l'ISO 50001 peut vous aider, en tout cas la méthode peut vous aider à apporter ces outils. Et comment maintenir et garantir la pérennité des économies? Voilà, c'est qu'il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher, il faut un système en continu qui s'installe dans le temps long. Alors comment l'ISO 50001, donc c'est pour ça que l'ISO 50001 existe finalement. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas une solution. L'ISO 50001, c'est pas une solution. On l'a dit, on peut faire très bien du management d'énergie sans l'ISO 50001, ça, il n'y a pas de souci. L'ISO 50001, c'est une méthode. C'est une méthode rigoureuse, puisque voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu peut-être déjà cette, euh, cette norme, je veux dire, une fois qu'on l'a lue, elle est pas énorme, hein. Il y a, allez, il y a 10, à tout casser, il y a 10 pages intéressantes. Après, il y a toutes les annexes et puis les définitions. Allez, à tout, il y a 10 pages. Sauf que 10 pages, quand vous les lisez, vous êtes, enfin, c'est compliqué de rentrer dedans. Ça reste très technique. Ou du moins technique dans le sens peut-être administratif ou dans le sens finalement exigence difficile à prouver. Et donc là, c'est tout ça, c'est le premier abord, hein, attention. Donc finalement, c'est un outil, une méthode, mais qu'il faut finalement se familiariser, avec laquelle il faut se familiariser. Et puis bah, finalement, avec le temps aidant, et puis parce que ça se fait aussi en équipe, avec l'équipe aidant, on arrive toujours hein, finalement à mettre en place toutes les exigences. Donc finalement, cette méthode, pour aller jusqu'à la certification, c'est quoi? C'est une liste des courses, c'est une liste d'exigences auxquelles il faut répondre. OK? Et si vous répondez à tous ces points, normalement, et suivant les process et suivant l'état des lieux qu'il y avait dans votre maturité, on va dire, par rapport aux consommations d'énergie, normalement, vous devez faire des économies d'énergie avec cette méthode. Très important, la norme n'établit pas de critères de performance spécifiques en matière d'énergie. Les critères à atteindre sont définis par l'organisme lui-même.
Donc, c'est pas parce que c'est pas la norme qui va vous dire: «Ah ben, je suis certain de faire 20 d'économie avec la norme ISO 50001». C'est pas vrai. C'est vous qui allez définir. La norme va simplement vous donner le chemin, mais vous pouvez très bien établir le chemin et puis établir toutes les actions et ne pas les réaliser. Donc, c'est bien votre action qui va permettre d'aller chercher la performance énergétique. Donc, c'est pas la norme qui va vous dire, il faut faire 5 ou il faut faire 10 sur l'économie d'énergie. C'est vous-même, c'est la méthode qui va vous permettre vous-même d'établir ces objectifs en fonction de l'état des lieux que vous aurez établi pour votre entreprise. Alors, ce qui plaît beaucoup forcément dans la 50 001, en plus aujourd'hui, c'est que par rapport à la 14 000, par rapport à la 9 000, c'est qu'on a des objectifs finalement concrets, très concrets. C'est-à-dire que là, quand on parle en mégawattheure, finalement, on parle en euros. Donc, forcément, pour les chefs d'entreprise, tout de suite, ou même les collectivités, tout de suite, c'est attrayant. Et en plus, cette norme vous demande de prouver, de prouver que ce que vous avez fait avait réellement un effet. Donc, non seulement vous planifiez, et en plus vous vérifiez que vous avez été efficace et que les économies que vous aviez pensé, que vous avez dit que vous alliez faire, eh ben, vous vérifiez que vous les avez bien fait. Donc, forcément, c'est quelque chose d'assez rigoureux et qui plaît forcément aux chefs d'entreprise. Les avantages principaux. Structurer la démarche d'économie d'énergie dans l'entreprise, c'est-à-dire que voilà, il y a un minimum de rigueur à tenir, ok, et puis à tenir dans le temps pour pouvoir finalement réaliser, choisir les bonnes actions à faire. Hein, c'est ça aussi, c'est hiérarchiser le plan d'action, donc c'est choisir les bonnes actions à faire. Donc tout ça fournit un cadre et une méthode de pilotage. Maîtriser sa consommation énergétique et ses coûts, forcément, puisque là, non seulement on a fait des actions pour la performance énergétique, mais en plus, comme on l'a vu sur la maîtrise de nos consommations, on est maître finalement, on comprend la manière dont on consomme, donc c'est vertueux. Mieux cibler les investissements en fonction des opportunités et des temps de retour. Donc là, encore une fois, chaque année, il y a toujours un petit brainstorming qui est fait sur les actions qui sont possibles, qui sont mises de côté, ou celles qui sont faisables en fonction des temps de retour. Donc là, vous, vous êtes à même de mieux cibler les investissements. Ensuite, consolider les démarches environnementales. Bon, souvent, les entreprises qui sont 14001 et sur le volet énergie, la 14001 reste relativement simplement spectatrice. Hein. On va simplement demander de faire un état des lieux à la limite de la consommation en GES ou un bilan CO2, pourquoi pas, de vos consommations. Tandis que là, on va un peu plus loin avec la 50001, puisque non seulement on regarde les consommations, on se fait les indicateurs et on met en place des plans d'action pour les réduire. Alors, fédérer et mettre en œuvre un projet collectif pour l'amélioration de ces pratiques. Donc là, moi, j'ai des clients qui ont aussi mis en place l'ISO 50001, qui n'étaient ni 9001 ni 14001, qui n'avaient pas de connaissance forcément de la qualité ou des normes de qualité, et qui ont trouvé ce moyen pour mettre une dynamique en fait dans l'entreprise sur l'ISO 50001, sur l'énergie, en se disant que voilà, l'énergie, ça parlait à tout le monde et que ça permettait d'avancer peut-être plus rapidement sur certaines pratiques. Ça, ça peut être en effet un moyen, un avantage complémentaire. Dans les avantages supplémentaires, aussi, c'est communiquer en externe, hein, sur le fait d'avoir mis en place cette méthode. Et puis ensuite, de manière plus pratique, obtenir l'exonération des audits énergétiques obligatoires. Alors, je ne sais pas, donc les audits énergétiques obligatoires, c'est si vous avez plus de 50 millions de chiffre d'affaires, ou si vous êtes une entreprise de plus de 250 personnes, vous devez réaliser tous les 4 ans un audit énergétique obligatoire.
Donc ça, c'est en place depuis 2015. Donc il y a eu 2015, plus 4, 2019, 2023. Souvent, bon, voilà, ça va être la prochaine, un peu la prochaine vague des audits énergétiques obligatoires. Si vous êtes certifié ISO 50001, vous n'avez pas à effectuer ces audits énergétiques. Il ne faut pas faire ça d'un côté financier. Enfin, ceux qui connaissent, on en parlera un peu plus tard. Enfin, même juste à mon avis dans la slide d'après. C'est pas, bon, certes, vous ne faites pas d'audit énergétique obligatoire, mais vous allez chaque année faire des audits internes ou faire des audits de suivi avec l'AFNOR pour maintenir votre certification. Donc, les coûts, finalement, entre un coût d'un audit énergétique obligatoire tous les 4 ans et un coût d'un consultant AFNOR chaque année pour chaque audit de suivi, et ça tous les ans, voilà, vous allez revenir à peu près au même coût. Donc il ne faut pas le voir forcément comme un point financier super important, le fait d'éviter les audits énergétiques obligatoires. Et il y a une future réglementation. Alors là, ça, c'est un gros point qui, alors là, je m'adresse peut-être, alors peut-être pas parmi vous, je sais pas, on n'a pas fait le tour de tout le monde, mais pour les très gros consommateurs, cette norme ISO 50001 risque d'être obligatoire d'ici à 2024. Pour les entreprises qui vont consommer plus de 100 terajoules par an, toute énergie confondue. Donc ça représente 28 gigawattheures par an. Bon, il faut commencer à y aller, hein, 28 gigawattheures, c'est pas la TPE du coin qui va consommer ces 28 gigawattheures, mais ça, voilà, des entreprises en chimie, en ciment, etc., enfin, avec des gros fourneaux ou des grosses chaudières vapeur peuvent arriver à ce stade-là. Donc, il y a, voilà, la directive, c'est une directive européenne qui a été modifiée. Comme pour les audits énergétiques à leur époque, cette directive est passée, mais il va y avoir un certain délai avant que cette réglementation soit passée, soit transposée dans un décret en France. Donc, ce n'est pas encore d'actualité, mais bon, fin 2023 ou 2024, normalement, pour se conformer à cette directive européenne, ça fera son apparition en France. Donc, alors, il y a deux limites. Je vous ai parlé du 100 terajoules. Et il y a aussi la partie à 10 terajoules, c'est-à-dire 10 terajoules, ça représente un petit peu moins de 3 gigawattheures, pour laquelle les audits réglementaires énergétiques seront obligatoires. Donc aujourd'hui, comme je vous ai rappelé, il est obligatoire pour les entreprises de plus de 250 personnes et plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Demain, ce ne sera plus des considérations, on va dire, administratives, c'est-à-dire 50 millions de chiffre d'affaires ou les 250 personnes, mais des considérations énergétiques, là, pour le coup, de consommation, qui vont être prises en compte. Donc là, vous voyez, 3 gigawattheures, là, on peut y arriver quand même déjà beaucoup plus rapidement. Donc à partir de 3 gigawattheures de consommation cumulée électricité, gaz et autres, eh ben, vous serez soumis aux audits énergétiques obligatoires. Bien sûr, si vous êtes ISO 50001, cet audit énergétique ne sera pas à réaliser. Les autres avantages de l'ISO 50001, oui, alors souvent, moi je le vois beaucoup chez mes clients, c'est la reconnaissance du travail effectué par les départements maintenance. C'est vrai que voilà, les départements maintenance, hein, dans l'industrie, finalement, sont beaucoup la tête dans le guidon. Ils font plutôt du curatif plutôt que du préventif. Et là, le fait de mettre un tableau de bord et de les intéresser finalement à des actions de performance énergétique qui viennent en complément, qui viennent plutôt améliorer l'outil de travail, et c'est eux la plupart du temps qui les mettent en place, ça leur permet une certaine reconnaissance qu'ils apprécient.
Dans les autres avantages, bon alors là aussi c'est pour les grosses entreprises, un abattement TURP pour les électro-intensifs, c'est-à-dire un un abattement sur les taxes de votre facture d'électricité. Bon là, c'est vraiment pour les gros consommateurs. Et puis, d'autre part, oui, il y avait un décret sur, l'inspection des systèmes de climatisation et de pompes à chaleur réversibles, qui passe à tous les 10 ans au lieu de 5 ans, si vous êtes certifié ISO 50001. Bon, ça c'est et vous en êtes dispensé si vous êtes un entrepôt frigorifique. Alors, certifié ISO 50001 ou pas? Alors là, quels sont les inconvénients d'aller à la certification? Il ne faut pas se le cacher, il y a une petite complexité documentaire, notamment dans les PME. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas habitué, voilà, déjà à avoir quelques procédures, même si encore une fois le mot procédure peut faire peur et les systèmes se sont largement simplifiés et on essaie de plutôt de montrer par la preuve sur le terrain plutôt que par simplement un bout de papier qui vous décrit les choses. Donc, mais il y a quand même une complexité documentaire puisque, encore une fois, la 50001, c'est une norme. Dans les 10 pages dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a à chaque fois, il y a différents chapitres et sous-chapitres. Dans chaque sous-chapitre, il y a une exigence à répondre. C'est-à-dire qu'il va falloir finalement euh, répondre à une question et puis il va falloir en montrer la preuve. Donc voilà, est-ce que vous avez fait une étude sur les facteurs pertinents? Est-ce que vous avez fait la sensibilisation de vos employés? Est-ce que vous suivez votre maintenance et les hauts à minima, la réglementation liée à vos machines? Voilà, c'est autant de, là je vous fais des petits exemples comme ça, mais c'est toute une liste hein, finalement de choses à vérifier et à montrer, puisque finalement, vous devrez montrer une fois par an à un auditeur certifié que vous répondez à chacune des exigences de la norme. Donc, cette complexité, elle est réelle. Euh, Après, on peut s'en sortir. Je veux dire, le, il faut laisser aussi le temps au temps. C'est-à-dire il y a une amélioration continue qui se met en place. Quand on part dans la 50 001, on ne va pas tout mettre en place en un an. À un an, c'est bien pour se préparer, pour pouvoir y aller. On peut largement, en 6 mois, se présenter à une certification. Mais finalement, les certificateurs ne sont pas là pour vous casser, hein, ils sont là pour vous faire progresser. Et donc chaque année, par contre, voilà, ils vont devenir un peu plus exigeants et être un peu plus précis, un peu plus rigoureux dans l'application des exigences. Donc il y a une complexité quand même à mettre en place, une complexité documentaire au fur et à mesure qui va s'instaurer. Donc ça, c'est vraiment un des inconvénients, enfin voilà, il y a du temps à passer. Le coût des prestations externes pour la certification, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, on se passe peut-être d'un audit énergétique, mais d'un autre côté, il va falloir aller payer les prestations, non seulement les prestations de l'audit, alors de l'AFNOR ou d'un autre organisme, hein, une fois chaque année, plus pourquoi pas les audits internes que vous devrez faire, hein, que vous allez peut-être aussi externaliser, et puis les autres coûts de conseil pour euh, tel ou tel plan de mesure peut-être, ou plan de comptage, ou installation de comptage supplémentaire. Et donc, le dernier point, le temps à passer par le personnel interne à l'entreprise. C'est vrai que c'est un travail d'équipe. Il y a une équipe énergie à mettre en place, hein. Mais voilà, c'est du temps supplémentaire à passer, à préparer, avec des tableaux de bord à suivre. Donc forcément, il y a du temps à passer et pas forcément, c'est un peu le reproche quelquefois qui est fait, pas forcément sur l'essentiel. Peut-être aussi sur des détails simplement pour répondre à une exigence alors que l'essentiel était peut-être ailleurs. Mais la norme ISO 50001, c'est un package, c'est pas une ou deux exigences, c'est la totalité ou rien. Et un cycle de certification, par exemple, donc c'est quoi? C'est vous avez un audit initial sur la 50001 et puis chaque année, vous êtes parti vous êtes certifié pour 3 ans en fait, hein, en ayant un audit de surveillance tous les ans. Donc vous avez un audit initial, vous êtes certifié ISO 50001, vous allez pouvoir montrer et bien afficher cette certification. Vous êtes surveillé pendant 2 ans
enfin pendant 3 ans, pardon, jusqu'à un audit de renouvellement. C'est-à-dire que cette certification, eh ben, on reprend tout à zéro au bout de 3 ans pour à nouveau être certifié ou pas sur tout ce que vous avez réalisé. Alors, il y a des aides là-dessus et la plus importante, excusez-moi, voilà, c'est celle du ProSMN. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et elle s'arrêter là en octobre 2022. Oui, elle avait été reconduite jusqu'en octobre 2022. Et là, elle est en cours de reconduction et j'ai cru comprendre qu'elle était pratiquement reconduite pour 2023 et voire même les 3 années à suivre. Donc ça, c'est super. Enfin, voilà, si vous voulez aller à la norme ISO 50001 et si vous êtes, alors encore plus, hein, si vous êtes peut-être super consommateur et que vous êtes au-dessus des 100 TJ, eh ben vous avez intérêt à mettre en place à utiliser le ProSMN pour aller jusqu'à la 50001. Puisque une fois que ça sera rendu obligatoire, eh ben le ProSMN, vous ne pourrez plus y accéder. Alors, c'est quoi ce ProSMN, hein? C'est une prime alors sous réserve, bon, il y a quelques conditions, mais qui sont très faciles entre guillemets à obtenir tant que vous êtes dans les clous. Il y a juste la demande à faire en temps et en heure, et puis il faut pour obtenir cette prime, il faut montrer au final que vous avez le certificat. Donc une fois que vous avez le certificat, vous pouvez bénéficier de la prime, pardon. Alors cette prime, elle est quand même pas négligeable. Elle est de 20% de vos dépenses énergétiques, plafonnées à 40 000 € par bénéficiaire. Donc vous voyez tout de suite que voilà, c'est pas négligeable et que là vous avez un budget de 40 000 € pour pouvoir mettre en place votre 50 001 ben, par le biais de services de consultants, pourquoi pas, mais par le biais aussi de mise en place de capteurs, de plans de mesure, etc. Donc ça peut être vraiment très intéressant ou d'aller embaucher une personne complémentaire pour pouvoir mettre en place cette 50 001. Donc voilà, le ProSMN, c'est quelque chose d'assez intéressant. Bon, là, je vous mets simplement, voilà, vous remplissez le questionnaire. Une fois que vous êtes en possession du certificat, vous demandez la prime et sous 2 mois, vous avez la prime donc de 40 000 € maximum pour la 50 000. Pardon, je reviens. Tac, j'ai dû échapper. Voilà. Donc un accompagnant, alors après vous pouvez vous faire accompagner, hein, aussi par des organismes comme moi, hein, donc là où voilà sur 6 mois, à raison d'une journée par tous les mois ou tous les 15 jours, ça dépend de votre besoin. Voilà, il y a tous les éléments. Alors on va voir tout de suite la revue énergétique, le plan de mesurage, la sensibilisation, la formation, l'épreuve, la politique énergétique, autant de documents qu'il faut fournir finalement à l'organisme de contrôle, donc où qu'on peut vous aider à mettre en place. Un slide intéressant ici, c'est celui des chapitres de la norme. Ok. Donc en gros, c'est donc être certifié ISO 50001, c'est répondre à tous ces sous-chapitres. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Donc bon, alors pour ceux qui sont plus qui connaissent un peu les normes ISO, donc on retrouve le PDCA, hein, sur l'amélioration continue, le Plan Do Check Act, et donc la planification, où vous allez faire finalement cette revue énergétique qui est vraiment le point central finalement de votre norme ISO 50001, qui correspond en gros à l'audit énergétique dont je vous ai parlé au tout début, qui est quoi? Qui est simplement un état des lieux de vos consommations actuelles et un état des lieux finalement des indicateurs, des facteurs influents, des leviers qui sont de votre consommation énergétique. Et puis dans cette planification, ben, non seulement vous faites cet état des lieux, vous faites aussi vous allez vous donner des objectifs, et puis vous allez faire un, un travail introspectif entre guillemets sur les risques et les opportunités, d'où peuvent venir les problèmes avec les problèmes énergétiques à l'intérieur de votre boîte, quelles sont les parties intéressées, quelles sont voilà. On regarde vraiment l'énergie d'un côté extrêmement global et, et,
on dirait pas seulement uniquement du côté consommation. On peut regarder aussi du côté des risques et des objectifs et de la vision du futur en fait de votre entreprise, liée donc aux risques et aux opportunités. Pour ne rien oublier, surtout ne pas se faire prendre au dépourvu. Et puis derrière, il faut aussi trouver des situations énergétiques de référence, c'est-à-dire que vous mettez des indicateurs, mais des indicateurs par rapport à quoi? Et ben, il va falloir aussi les définir. Et finalement, ces références, c'est aussi ce qui va vous permettre de mettre en place vos objectifs. Ça, c'est vraiment le côté planification ici. Donc, il y a aussi la planification de collecte des données énergétiques et le plan de mesure. Et puis là-dedans, on retrouve aussi, bien sûr, la planification des actions. Donc, c'est la planification des actions de performance énergétique. OK. Donc là, on est vraiment dans le côté technique de la norme. Et puis ensuite, on a le côté, on va dire, de suivi avec, on vous demandera les compétences de vos personnels en, en maintenance, ceux qui s'occupent de l'électricité, ceux qui s'occupent de tel ou tel process qui est énergivore. On vous demandera qu'est-ce que vous mettez en place pour la sensibilisation, la communication sur l'énergie. On vous demandera comment est-ce que vous gérez finalement tous vos documents, les documentations techniques et les documents liés à vos tableaux de bord. La réalisation des actions, des activités opérationnelles, c'est comment est-ce que vous réalisez votre maintenance et comment est-ce que vous codifiez vos recettes ou vos modes opérationnels, vos modes opératoires dans vos process. Donc voilà, essayez de structurer tout ça pour, encore une fois, quels sont les leviers énergétiques que je connais, que je maîtrise pour pouvoir aller diminuer mes consommations des process. Donc, c'est vraiment une maîtrise. Donc là, il faut vous poser des questions sur tout cela. Et puis aussi, bien sûr, sur les achats. Comment est-ce que vous achetez l'énergie, ou bien est-ce que votre politique d'achat vis-à-vis des moteurs ou des équipements industriels à l'intérieur de votre entreprise? Est-ce que vous vous posez les bonnes questions? Et puis derrière tout ça, ben, c'est une fois par an aussi se surveiller. Est-ce que j'ai bien fait les choses pendant cette année passée? Et si je l'ai pas bien fait, comment je peux faire pour m'améliorer? Est-ce que je me suis mis des indicateurs aussi là-dessus? Je fais mes audits internes pour vérifier finalement que toutes les autres exigences ont bien été respectées. Et une fois par an, je fais donc mon acte de suivi, en fait, ma revue de management avec le board, avec ma direction, et je donne les nouveaux objectifs pour l'année à suivre. Okay. Donc voilà un peu la démarche de management de l'énergie. Encore une fois, c'est une méthode. C'est une méthode, c'est pas ça c'est pas la norme ISO 50001 qui va vous nourrir le plan d'action de performance énergétique. Mais elle va vous dire comment le suivre et la manière dont il faut le suivre et la manière dont vous allez l'utiliser et qu'est-ce qui est bien de mettre à l'intérieur. Mais c'est pas c'est pas la norme ISO 50001 qui va vous, oui, qui va vous imposer les actions. Vous retrouverez ici, voilà, tout ce comment arriver à cette ISO 50001 et puis voilà, tout ce qu'il y a à mettre en place. La plupart du temps, on part d'un audit énergétique, une situation de référence, de la sensibilisation et de la formalisation. Qu'est-ce qui fait que votre entreprise peut y arriver facilement? Si vous avez déjà des suivis de consommation, des historiques de consommation d'électricité au mois, au moins vos factures et un petit tableau de bord et peut-être des compteurs supplémentaires, ça peut aider. Si vous avez une gestion centralisée, informatisée des relevés, ça c'est top. Des plans d'action en cours, ben ça aussi c'est intéressant et la plupart de mes clients dans le passé avaient déjà une grosse action en cours et ont rajouté finalement l'ISO 50001 par-dessus tout ça parce qu'ils voulaient finalement a posteriori vérifier que la grosse action qui était en cours, j'en sais rien, une grosse récupération de chaleur qui était en train d'être mise en place, ils voulaient vérifier que cette action allait porter ses fruits et qu'on allait vraiment faire des économies d'énergie avec. Un organigramme structuré, voilà, si vous êtes déjà 14 000, 9001, voilà, il faut trouver le responsable énergie, quelqu'un qui aura du temps à consacrer à cela.
Une direction informée et motrice, forcément, si vous allez à l'encontre de votre direction, les tableaux de bord, enfin voilà, personne ne sera motivé et ça va tomber comme un soufflé. Et un système de management en place, forcément, ça aidera. Donc, les clés de réussite, c'est vraiment le facteur humain, ce côté équipe, avoir quelqu'un qui s'en occupe, c'est vraiment très important. Un deuxième clé de réussite, c'est ça reste quand même très technique, parce que mine de rien, tout ce plan, ces plans d'action, il va falloir non seulement les imaginer, et puis il va falloir les appliquer. Donc voilà, il faut avoir du temps pour tout cela. Et pour finir quand même sur une note quand même positive, sur un, parce que je voudrais pas non plus trop vous dire que c'est vraiment compliqué, qu'il y a de l'administration. C'est que encore une fois, on n'est pas bon forcément quand on se présente à une certification. On n'a pas besoin d'être bon en performance énergétique. C'est pas le but. Il y a une grande place qui est faite à l'amélioration continue. Donc la mise en œuvre se fait sur le long terme. Donc ce qu'on vous demande au départ, c'est de mettre en route la machine, en fait, de planifier ce que vous allez faire, mais pas encore de l'avoir fait. Et ça, vous le ferez sur les années à suivre. Voilà un peu en conclusion ce que j'ai pu dire. Bon, j'ai fini 11h55. J'ai accéléré un peu sur la fin, mais j'espère ne pas avoir été trop théorique. Encore une fois, c'est la norme l'est, hein, donc il faut savoir lire entre les lignes de cette norme. Encore une fois, il y a, il y a, il y a, il y a pas mal de choses à faire. Ça reste une méthode, ça reste des questions à répondre, des exigences à répondre. Mais en tout cas, voilà, 100% de ceux qui sont allés jusqu'à la certification ISO 50001 ont réussi à avoir cette certification. C'est pas forcément le plus difficile à avoir. Le plus compliqué, peut-être après, c'est de la garder et surtout de faire vivre le système au fur et à mesure. Si vous avez des questions, eh bien, écoutez, je serais très heureux d'y répondre et peut-être de clarifier peut-être quelques points qui auraient été, qui seraient restés obscurs pour certains. Dites-moi. Maxime? Ouais, alors n'hésitez Oui, surtout pas à intervenir. est-ce que cela répond un peu à vos craintes ou est-ce que ça, qu'est-ce qui, voilà, quelles questions vous pouvez encore vous poser sur l'application de cette norme ou simplement me demander est-ce que vous êtes fait ou pas pour cette norme? Est-ce que vous en avez besoin ou pas? Vous pouvez m'expliquer un peu vos situations et je vous donnerai peut-être des éléments là-dessus. Dites-moi tout. On va commencer par Titouan. Je vais lancer, puisqu'on n'est pas très nombreux, donc on peut se permettre comme ça Oui, bien sûr. de parler avec quelques-uns, juste pour avoir votre sentiment un peu. Titouan, est-ce que la connaissance que vous aviez de cette norme, et puis là ce que j'en ai fait, pour vous, quelles seraient les difficultés à venir pour vous pour la mettre en place? Alors nous, la mettre en place, alors actuellement, on utilise du coup une solution qui s'appelle Smart Impulse, Ouais. qui du coup nous fournit je sais pas si vous connaissez, qui est extrêmement intéressant, qui fournit en fait des sous-compteurs et qui permettent de nous donner du coup des relevés avec des données extrêmement précises. En fait, on peut même séparer par exemple l'éclairage, de la partie industrielle, de la partie de restaurant, voilà. Donc c'est extrêmement complet et oui, du coup, alors pour la présentation, c'était ce à quoi on s'attendait. Voilà, le plus compliqué, ça va être bien de faire vivre justement ce système. Mais je pense que cette solution, du coup, que nous on utilise, Ça va même aider. ça va aider très fort. Voilà, parce que finalement, la partie de réalisation, enfin comment dire, de revue énergétique, finalement, elle va être extrêmement simplifiée via cette solution. Oui, alors là, vous voyez le côté technique, le côté Ouais, revue ouais. énergétique. Là, en effet, avec ce genre d'outil, c'est vrai que plus on a de mesures, plus la revue énergétique est facile, enfin facile entre guillemets, du moins d'avoir ce retour d'information. Après, voilà, après il y a les plans d'action qu'il faut mettre en place. Et puis après, c'est vrai qu'il y a tout le côté
on le voit pas assez, mais le côté un peu réunion énergie, en fait, l'équipe énergie et réussir à faire vivre, parce que on n'est pas simplement, on n'est pas là pour regarder simplement des IPE, on est là aussi pour faire des économies, donc mettre en place des plans. Et puis finalement que chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice dans le système. Et ça, c'est toujours un peu la difficulté au départ. Et la plupart du temps, j'en ai pas parlé, mais souvent cette équipe énergie, c'est souvent un responsable qualité, s'il existe, avec un responsable maintenance. Souvent c'est bicéphale. Ouais. Ça marche très bien avec ces deux personnes. Donc la personne sur le responsable qualité qui va s'occuper un peu du côté relationnel avec le certificateur, et puis le côté organisationnel simplement avec les différents services transversales, et puis le côté maintenance qui lui va vraiment faire le côté technique, le côté suivi des indicateurs et le côté applicatif des plans d'action. Et oui, c'est vrai que pour le coup, nous, on a encore peu développé cette partie de plan d'action et d'acteurs et de responsables de responsables énergie, et cetera. Et donc, c'est vrai que là-dessus, nous, c'est un peu notre point faible, si on peut dire. Mais je pense que ça, en fait, vu que ça se fait conjointement avec notre norme 14001, vu que les deux vont se mettre en même temps sur le site de Nantes, voilà, ça va se greffer en fait en même temps. Et du coup, on essaie de préparer du coup vraiment alors du coup pour leur revenu environnemental et énergétique. Et une fois que ces deux-là seront vraiment bien mis en place, là, on va vraiment commencer à voir un plan d'action. Mais c'est vrai que nous, ça nous intéresse vraiment d'avoir d'abord des données pour ensuite savoir comment on va agir, ce qui est le plus Oui, efficace. oui, non, mais ce qui paraît logique, somme toute. Oui, oui, oui. Mais voilà, c'est vrai qu'après, la difficulté par rapport au certificateur, c'est les autres chapitres. Hein. Mais c'est voilà, c'est vraiment. Alors, par rapport à la 14001, c'est vraiment une norme technique qui est quand même technique par certains aspects. Mais il ne faut pas négliger Oui, l'autre partie aussi sur apporter les preuves et puis structurer le système. ouais, bien sûr, bien sûr. Et justement, c'est ça qu'on essaie vraiment de construire pour l'instant, de co-construire pour l'instant. Et donc, voilà, le plan d'action il Très bien. viendra dès que possible. Mais voilà. Oui, bah alors ça, il faut le garder en tête, oui, parce que c'est quand même ce qui va Ouais. vous permettre, c'est le deuxième pas, quoi, hein, c'est Ah, sûr. c'est ça. Puis après, vraiment, une fois que la démarche est lancée, ça, c'est garder, pardon, cette démarche d'amélioration continue, en fait. Et c'est ça aujourd'hui sur lequel il faut aussi travailler. Voilà. Je vais laisser la main à. Alors, j'ai pas retenu votre nom, madame, de la franchise magasin des magasins d'optique, Oui. et avoir un peu votre ressenti, parce que vous connaissiez pas du tout l'ISO 50001. Est-ce que je vous ai embrouillé encore un peu plus ou est-ce que ça va mieux? Ah non, j'ai trouvé ça très clair. Ok. Alors, ce que j'ai pas noté, hein, il y a aussi un enjeu. Bon, c'est quand même l'enjeu économique. Alors après, je ne connais pas vos factures énergétiques. C'est clair que si. Alors après, ça dépend de votre politique, hein, encore une fois. Mais si vous avez une facture énergétique très, très faible, c'est sûr qu'aller jusqu'à la certification, ça va quand même vous coûter peut-être très cher par rapport au retour que vous en aurez. Et si c'est le cas, la meilleure solution, c'est pas forcément d'aller à l'assertif, mais de faire l'essentiel, c'est-à-dire le système de management simple, c'est-à-dire avoir un tableau de bord et puis faire au moins les premières actions, enfin faire un audit énergétique pour avoir les actions de performance énergétique principales. Voilà. Ouais. S'il y a peut-être on est toujours entre deux chaises, entre est-ce que je fais un audit énergétique ou est-ce que je fais aller jusqu'à la norme ISO 50001. Voilà, la facture énergétique aide à faire le choix de l'un ou l'autre. Hein, quand même. Oui. Il y a Donc oui, une après moi, nouvelle- dans mon cas, j'ai pas une grosse facture énergétique pour l'instant, donc Oui, c'est ce que je me doutais. Hein, c'est pour ça que oui. j'aborde le sujet, parce que forcément, en optique, forcément, voilà. Donc, mais je pense que alors après Maxime peut, enfin voilà, il y a des tableaux de bord, il y a des ateliers aussi faits par Horace. Alors il y a le Pro Refi, hein, qui existe aussi, qui permet de faire des formations sur des tableaux de bord comme ça. Donc voilà, il y a des petits outils qui sont des petites formations qui sont adaptées pour faire les premiers pas justement.
les premiers pas sur les tableaux de bord et le premier pas sur la performance énergétique. Oui, En tout cas, c'était très clair. il y a différents niveaux d'accompagnement. C'est sûr que Ouais. aller plus loin, aller aussi loin, même parfois un audit énergétique ne justifie pas réellement aussi, parfois ne se justifie pas réellement quand on est sur du petit tertiaire. Après, donc nous Horace, on a la possibilité aussi de vous accompagner sur les suivis de la comptabilité énergétique, les choses comme ça aussi, d'ateliers qu'on peut faire sur toute la région, qui sont disponibles gratuitement aussi. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez aussi avoir des conseils sur tout ce qui va être de financement également. On est là aussi pour vous répondre sur toutes ces thématiques. Alors moi, sinon, j'avais plus une question après, c'était alors plus par rapport justement au décret tertiaire. C'est que moi, je suis locataire en fait. Et du coup, c'est toujours, par exemple, quand il va y avoir des travaux à faire, s'il y a des travaux, par exemple, d'isolation, enfin, c'est toujours après, ben voilà, qui est-ce qui doit s'en occuper? Est-ce que c'est le locataire? Est-ce que c'est le bailleur? Enfin, c'est toujours un peu… Alors, c'est pas écrit dans la loi, dans le marbre, que c'est au propriétaire ou c'est au locataire. C'est vrai qu'il y a un petit flou, autour de ça. Cependant, ce qu'il faut aussi bien mettre en avant auprès du propriétaire, normalement, ce qu'on considère que tout ce qui va être augmentation de la valeur du patrimoine, donc isolation, remplacement de fenêtres, les choses comme ça va être plutôt à l'échelle du propriétaire parce qu'on c'est important de le signifier que aujourd'hui, dans la valeur d'un patrimoine, la rénovation énergétique est un levier qui est de plus en plus mis en avant. Après, tout ce qui va être lié à l'éclairage, à la régulation, etc., les choses qui concernent vraiment plutôt l'utilisation en interne, l'exploitation du bâtiment, ça va plutôt être à la charge du locataire. Après, c'est vrai que quand on est sur un bail, ou en tout cas sur un système locatif, où ça peut s'arrêter, on ne sait pas, peut-être dans 4, 5 ans, peu importe, c'est vrai qu'engager des investissements qui peuvent avoir des retours de 10 ans, c'est toujours compliqué et c'est clair que le locataire ne veut pas endosser cette responsabilité-là. Donc, il faut en parler avec votre propriétaire. Merci. Avec plaisir. J'ai vu qu'Emmanuel Perdereau nous a rejoint un petit peu tard. Bonjour, je suis Bonjour. désolé. Moi, je rebondis par rapport je dirais, au fait de passer cette norme. Sur quelle base de coût on peut se dire qu'on peut avoir une rentabilité? Ça veut dire à quel niveau de dépenses d'énergie on peut dire, ben voilà, j'ai quelque part de passer cette norme, ça va me permettre d'avoir une rentabilité qui est à la hauteur de cet investissement pour cette norme. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous donner de chiffres parce qu'après, ça dépend, voilà, de votre état des lieux du départ. Après, ça va dépendre de de votre structure. Alors, s'il fallait… Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, vous parlez, c'est une orientation par rapport comment dire, aux dirigeants d'entreprise. Si derrière, on n'est pas capable de lui dire, voilà, moi, faut mettre cette norme en place parce que, ben voilà, derrière, on dépense tant d'énergie que derrière, voilà ce que ça peut nous apporter. Il va être difficile de l'impliquer dans cette démarche. Alors, je vais vous retourner la question. Quand vous mettez en place la 9001, ou si vous mettez en place la 14001, vous ne vous posez pas de questions liées forcément aux invests. Après, je veux dire, vous n'aurez pas forcément de bonnes questions. Je pense qu'il ne faut pas le faire uniquement pour une question financière. Vous, quoi qu'il arrive, vous y arriverez, vous prenez votre facture, vous prenez 10% dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, si je m'améliore, si je structure tout, est-ce que je suis capable d'aller chercher les 10% de ma facture énergétique? Moi, je pense qu'il faut se le prendre comme ça. Vous prenez votre facture, vous faites 10%, et puis vous voyez si vous rentrez, si c'est quelque chose qui vous aidera ou pas. Mais je ne le présenterai pas uniquement avec ce point-là. Non, mais là, déjà, vous donnez une orientation avec les 10%. Si vous dites qu'aujourd'hui,
Voilà, est-ce que c'est un chiffre que vous lancez comme ça ou est-ce que Là, je l'ai lancé absolument comme ça. Hein. D'accord. Okay. Voilà. Non, mais ce qui serait intéressant, c'est quelque chose qui est réaliste. Alors, je dis pas une valeur, mais j'irais une logique de pourcentage pour dire, ben voilà, si aujourd'hui je suis capable de récupérer 10% sur ma facture énergétique, 15, 20, je ne sais pas, hein, eh bien, ça vaut le coup de partir dans une norme telle que l'ISO 50001. Vous parliez tout à l'heure des autres normes. Aujourd'hui, la majorité des normes maintenant, que ce soit pour l'industrie, nous on travaille beaucoup pour l'aéronautique, aujourd'hui, c'est plus une exigence client pour pouvoir continuer à travailler avec eux une envie des chefs d'entreprise de y aller. Hein. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Donc aujourd'hui, ils savent que ça coûte. Donc, si on peut avoir quelque chose qui, aujourd'hui, peut apporter quelque chose. Quoi qu'il arrive, ça vous apportera quelque chose. Enfin, je veux dire, quoi qu'il arrive, vous. Mais après, c'est justement cette quantification. Vous l'aurez après coup, ou vous l'aurez parce que vous avez déjà fait un audit énergétique aujourd'hui, et dans l'audit énergétique que vous avez fait, voilà, il y a un plan d'action qui reprend une dizaine d'actions qui ont déjà été chiffrées, et vous vous dites, ben voilà, si on va jusqu'au bout de cela, parce que encore une fois, c'est la volonté de la direction. Parce que, pareil, le TRI, le TRI que votre direction va choisir, s'ils choisissent un 3 ans, alors qu'on vous a dit que, voilà, même il y avait une action qui était super, mais qu'il fallait 6 ans de TRI, c'est bien, il y a bien un gain à faire derrière, mais il y a de l'investissement à faire. Vous voyez que la réponse à votre question est quand même compliquée, puisque c'est vraiment une volonté, finalement, de l'entreprise de montrer, de mettre dans ses objectifs globaux que non seulement elle fait des économies, mais elle ne le fait pas que pour elle, elle le fait aussi un peu pour la planète, ou bien pour répondre à des réglementations européennes. Donc, vous voyez, il y a... on ne peut pas répondre en tout cas blanc ou noir à votre question. Je pense aussi quand même, ce qui est important aussi de rappeler, c'est que ce que je retiens vraiment du point positif de la norme ISO 50001, c'est qu'elle permet de donner un cadre. C'est vrai qu'en fait, parfois au sein de l'entreprise, hein, quand on a un plan de charge, des métiers qui sont annexes ou qui gravitent autour, ou peut-être pas, il manque un peu parfois ce genre de cadre-là. En fait, la norme ISO 50001, ça appuie vraiment sur l'amélioration continue d'un système de management qui peut être existant. Ça permet juste de pérenniser en fait le plan d'action, en tout cas le système qu'on est en train de mettre en place, en mettant vraiment des jalons et des cadres. Après, il y a aussi toute une dimension marketing aussi derrière. Hein. L'ISO 50001, ça permet aussi, que ce soit au niveau de ses clients, de ses fournisseurs, de ses salariés aussi peut-être, d'avoir une identité liée à la réduction de l'impact environnemental de son entreprise. Donc, la norme ISO 50001, elle n'est pas vitale non plus, mais par contre, il faut quand même prendre en considération qu'elle peut permettre d'instaurer, de pérenniser des activités. On ne sait pas si demain, que ce soit dans l'aéronautique ou alors dans tout un tas de différents secteurs d'activité, peut-être que la norme ISO 50001 pourra, sur des appels d'offres éventuellement, orienter des choix d'entreprise. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, pas uniquement le temps de retour sur investissement qui peut être lié à cette norme-là. On a déjà discuté, Maxime. On sait très bien qu'aujourd'hui, ce qui motive plus, c'est aussi une question de finance. On sait bien qu'aujourd'hui, c'est la taxe carbone qui est en train de revenir, où maintenant on entend de plus en plus parler après ces 2 périodes de crise, où là, les entreprises ne vont pas avoir envie de payer une taxe carbone. Et aujourd'hui, nous on le voit bien, même nos clients aujourd'hui s'appuient là-dessus. C'est-à-dire qu'à certains moments, on a eu des difficultés à se faire qualifier par certains clients. Et de fait que maintenant, les acheteurs sont sensibilisés par leur direction, je parle de gros donneurs d'ordre, sur la taxe carbone.
sur l'impact carbone, eh bien, ils font ce qu'il faut pour nous qualifier, par exemple, parce qu'on est capable de leur fournir quelque chose global, chose qu'ils n'avaient pas avant. Donc, on est déjà dans cette démarche. Donc là, moi, je sais qu'on a travaillé ensemble, Maxime, sur le sujet. Pour une PME comme la nôtre, est-ce que ce qu'on a fait ensemble ne suffit pas pour pouvoir, je dirais, montrer ce suivi avec les indicateurs qu'on peut avoir maintenant, sans aller jusqu'à cette norme ISO 50001? Encore une fois, la norme ISO 50001, c'est une démarche volontaire. Donc, oui, non, mais le problème, c'est qu'on en a beaucoup ça de dépend, démarches volontaires de ce type-là. Mais après, oui. C'est des investissements. Ah ben c'est clair, mais encore une fois, on peut très bien avoir un système de management d'énergie sans aller jusqu'à l'assertif, il n'y a pas de souci. Oui, donc encore une fois, c'est simple, enfin c'est simple. Quand je vous parle des 10% de tout à l'heure, au moins que les 10% vous prennent, vous coïncident au moins avec le prix d'un suivi de l'AFNOR chaque année, quoi. Plus, voilà. Non, mais j'entends bien. Tout à l'heure, vous parliez de ProRefi. Moi, je me suis inscrit et je vais faire la formation ProRefi. Très bien. Je pense que c'est déjà dans une première dynamique. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Maxime. Et puis maintenant, en début avril, j'ai cette formation qui arrive. Ok. Donc, vous le faites avec qui, si c'est pas discret? Roseau. Ah bon, ok. Bon, si ça se trouve, je serais peut-être votre accompagnateur. Non, j'ai le nom de l'accompagnateur, c'est pas le vôtre. Je suis désolé. C'est pas moi tant pis. Non, mais voilà. La logique, elle est celle-ci, mais c'est des investissements pour les entreprises. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est pour ça que je posais la question sur quel pouvait être, je dirais, ce qu'on sait jauger par l'expérience. Peut-être se dire, voilà, avec toutes les entreprises qui ont pu mettre en place cette norme, à quel gain ils seront arrivés par rapport justement à leur consommation d'énergie et qu'est-ce qu'ils ont pu avoir comme gain sur ce qu'ils ont mis en place grâce à cette norme. Si c'est un gain de 10, 15, 20% sur leur voilà, là on a quelque chose en main qui nous permet de dire, auprès d'une direction, de dire, voilà le gain qu'il peut y avoir si on met en place cette norme. Plus les gains indirects. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, on n'est pas funambule. On vient de passer 2 crises qui sont non négligeables, qui ont bloqué tous les investissements. Aujourd'hui, on a quand même l'État qui est en train de pousser pour que justement on fasse attention à la planète et qu'on mette ce qu'il faut en place au niveau énergétique sur le sujet par rapport à ça. Et donc, c'est compliqué pour les entreprises de dire je n'ai pas investi pendant 2 ans parce que j'étais bloqué, parce que je n'avais pas sur mon matériel de production. Et là, on me demande d'investir sur un travail pour améliorer en termes énergétiques ou même aller plus loin sur le sujet. Ça commence à devenir compliqué pour les entreprises françaises. Voilà. Il y a avant que je te coupe, excuse-moi, Géry, avant que tu répondes, il y a l'aide de financement qui est pro SME qui va être reconduite à partir d'octobre. Géry, c'est ça? Alors, pour moi, j'étais encore en cours. Je suis allé vérifier sur le site et a priori, ils ont été. Enfin, voilà, c'est reconduit quoi qu'il arrive. Après, je ne sais pas si on peut déjà renvoyer son formulaire, mais il y a de grandes chances que ça soit reconduit. Voilà, c'est à hauteur de 20% des dépenses, tout ce qui va être installation de capteurs liés aux consultants, plan de mesurage, conseil, etc. C'est plafonné à 40 000 euros. Qu'est-ce qu'il y a un lien avec les Minimi ou pas, Géry? Avec les Minimi, parce qu'on a discuté un petit peu avec Emmanuel, mais je crois qu'il n'y a pas de lien. Je pense pas, non. Je crois pas. Donc ça aussi, ça peut, si tu es dans une logique derrière d'aller pousser l'ISO 50001, tu peux mettre en place ce genre de choses et aller chercher des aides. Et évidemment, alors
je vais passer la main à Géry pour son retour d'expérience. Mais moi, j'ai pas réellement la visibilité, en tout cas sur les gains potentiels, honnêtement, d'une norme. En tout cas, je l'ai pas Non, en mais chiffré, j'ai pas l'expérience. encore une fois, c'est pas possible de mettre ça en avant. Mais en tout cas, si vous vous donnez un objectif, mettre en place la norme ISO 50001, vous serez certainement plus à même la probabilité pour atteindre cet objectif avec la 50001. Ça sera certainement plus intéressant. Encore une fois, il n'y a aucune obligation. Mettre en place un SME avec un plan d'action et faire un audit énergétique en priorité, ça c'est la priorité avant d'aller vraiment vers l'ISO 50001. C'est vraiment le point phare, parce que c'est trouver les 3-4 super grosses actions qui vont vous permettre de faire les économies directes. Après, l'ISO 50001, c'est vraiment pour éviter les gaspillages, c'est-à-dire mettre du continu et améliorer le quotidien et les process, et surtout s'amener à se poser les bonnes questions. Voilà, c'est surtout ça qui est important. L'entreprise Roturo Shoes, qui est partie à peu près autour de midi parce qu'ils avaient un impératif. Ok, c'est ça. Ok, ça marche. Voilà. Alors, la question finale, c'est, voilà, alors Monsieur Perdereau ou Monsieur Chilou ou Madame, dont je ne vois pas le nom, mais de l'optique, voilà, est-ce que le deuxième, finalement, donc pour parler de la deuxième réunion, finalement, c'était prévu sur ce qu'est une revue énergétique. J'allais faire un peu l'exercice d'une revue énergétique, des facteurs influents. En fait, c'est un peu ce que vous allez faire, Monsieur Perdereau, peut-être aussi pendant le ProRéfi. Mais voilà, c'était un peu reprendre vraiment toutes les exigences et les chapitres de la norme, hein, mais ça pendant 2 heures. Enfin, on ne va pas non plus rentrer dans les détails. C'est vraiment pour vous donner une idée globale, un peu générale des exigences de la norme quand on se penche un peu dedans et quand on la lit. Hein. Donc voilà, ça c'était l'objectif donc de la deuxième réunion. Et la troisième réunion, c'était vraiment sur le plan de mesurage et les points encore un peu plus organisationnels liés à la compétence, aux documents, etc. Donc la question, ou peut-être qu'elle est posée Maxime, voilà, est-ce que cette deuxième séance, voilà, qui est prévue quand, Maxime? Le 14 mars. Le 14 mars. La semaine prochaine. Donc, vous avez le temps de réfléchir, vous en parlerez à Maxime, N'hésitez pas. si vous ne savez pas encore. Non, mais si, effectivement, pour nous, je pense qu'on sera présent sur la deuxième réunion. Alors, Ouais. personnellement, je ne pourrai pas être là, donc j'espère qu'un de mes collègues pourra se libérer. Mais c'est vrai D'accord. que nous, ça nous intéresserait de voir une revue énergétique. Alors, je ne sais pas si vous avez des exemples concrets que vous pourriez nous partager Oui, éventuellement. oui. Oh là, mais. Bon, bah parfait. Parce que finalement, c'est ça aussi un peu qu'on recherchait, c'est que on a regardé un peu ce que nous, on pouvait faire de notre côté, ce qui existait déjà sur un ressource libre d'accès, avec le modèle que du coup Horace nous avait transmis. Donc voilà, il faut qu'on Oui. regarde, et ça, c'est intéressant parce que finalement, autant les outils de mesure, comme je disais, on les a à peu près mis en place et ils sont fonctionnels. On a déjà des retours qui peuvent nous permettre de penser que ça suffirait pour une revue énergétique. Maintenant, c'est vrai que voir des exemples qui ont déjà été faits, etc., c'est toujours intéressant. Hein. Oui, mais puis Et ça ne peut que encore une nous fois, aider. se poser les bonnes questions. Oui, voilà, donner des orientations. Oui, non, mais bien sûr, c'est tout à fait dans cet esprit-là, en tout cas, cette Parfait. deuxième réunion. Eh bien, merci beaucoup. Merci Géry, merci à ceux qui avaient été présents.